Bonjour à toutes et à tous. Madame la rectrice parlait de liberté de parole tout à l'heure et je dirais, c'est bien dans cet esprit-là que je suis en face de vous. Liberté de parole pour vous, liberté de parole pour moi d'une certaine façon, et la nécessité pour moi de dire pour commencer la position presque, je dirais, d'humilité que nous devons avoir par rapport au sujet que nous abordons, parce que finalement, même à l'inspection générale, nous n'avons pas plus d'avance que vous sur la mise en œuvre de quelque chose qui est entièrement neuf, hein, des nouveaux programmes, des nouveaux cycles, et nous essayons d'anticiper, de réfléchir à certaines choses, mais au fond, nous saurons sans doute corriger nos erreurs au vu de ce qui se passera. Alors, j'ai proposé que l'on intitule cette première intervention « Mettre en œuvre les programmes du cycle 3 », parce que je ne pensais pas nécessaire à ce moment-là, je vais dire, du développement du temps institutionnel, je ne pensais pas nécessaire de présenter les programmes, d'expliquer les programmes. Je fais l'hypothèse que tout le monde les a lus, ou alors si ça n'est pas le cas, ce serait une grosse déception, mais je préfère penser que tout le monde les a lus, que tout le monde les comprend, et je pense que d'une certaine façon, Michel Lusseau en dira quelque chose. Donc je ne prendrai pas le risque de les présenter. Je signale pour ceux qui souhaiteraient les récupérer qu'il existe un diaporama qui a été construit par l'inspection générale, en tout cas groupe de l'enseignement primaire, sur les programmes des cycles 2 et 3, qui est à la disposition de ceux qui le souhaitent, qu'il y a une vidéo qui présente entre autres ce que nous pensons le plus important, alors peut-être essentiellement d'ailleurs du point de vue du CM1 et du CM2 sur le cycle 3 pour le français et les mathématiques. Cette vidéo est également diffusée, donc elle est à votre disposition si vous le souhaitez. Voilà, André Canvel est dans la salle, au titre d'une de ses casquettes, mais c'est aussi un inspecteur général groupe éducation physique et sportive, et il aura autant que moi la possibilité de répondre à des questions quand elles viendront. Alors, je propose que l'on commence par là pour un rapide rappel de ce qui est sans doute une première dans l'histoire institutionnelle, c'est-à-dire que c'est au même moment que sont définis les programmes de l'école maternelle, de l'école élémentaire et du collège. On ne prend peut-être pas la mesure de cette nouveauté, et pourtant, à mes yeux, elle est grande. Et je le redirai sans doute à d'autres moments, l'intérêt, c'est de développer dans un même temps et sous une même unité de pensée, si je puis dire, mais Michel Lusseau y reviendra sans doute, un continuum d'enseignement et d'apprentissage. Et ça aboutit finalement à la nécessité pour nous de lire le temps de ces 4 cycles de manière particulière. Ce temps a été pensé pour être d'une certaine façon continu. On a évité certaines redites, on a évité certaines contradictions, et il faut pleinement profiter de cette écriture des nouveaux programmes. Alors, les 4 cycles ont leur spécificité. Je ne m'attarderai pas, mais tout de même, pour rappeler ou pour expliquer à ceux qui sont moins familiers des petits niveaux, que l'école maternelle, qui constitue désormais un cycle à elle toute seule, marque l'entrée dans ce que j'ai appelé là la culture scolaire, et cela peut paraître ambitieux aux collègues qui sont plus habitués du second degré, mais ce qui se passe à l'école maternelle est déterminant pour faire découvrir aux enfants des milieux les plus défavorisés, en particulier ce qu'on peut appeler la culture écrite, la culture de l'écrit, qui est non seulement
la présence et l'environnement de texte, mais aussi un certain rapport à l'action et à la relation entre action et pensée. Le slogan qu'on pourrait avoir pour l'école maternelle, c'est « agir pour réfléchir ». Et le verbe « réfléchir » est très présent dans le programme de l'école maternelle. Et l'école maternelle travaille avec les enfants sur ce que j'ai appelé les fondements langagiers des acquis à venir. C'est d'abord le langage oral et c'est la préparation à la lecture et à l'écriture, qui sont dans ces fondamentaux. Bon, le cycle des apprentissages fondamentaux, cours préparatoire CE1, CE2, ce redécoupage du cycle 2 donne, à mon sens, une importance très grande à ces 3 années. Dire que nous retrouvons l'unité de ce que pendant très longtemps on a appelé le cours élémentaire, CE1 et CE2. Et cet ensemble de 3 années, CP, CE1, CE2, apporte aux enfants, apporte aux élèves ce que j'ai appelé là les éléments. C'était le sens de cours élémentaire au départ. Apporter les éléments qui sont nécessaires pour fonder tous les apprentissages beaucoup plus exigeants qui vont venir ensuite. Le gros enjeu est de parvenir à ce que tout élève sorte du cycle 2 en ayant, on va dire, une première maîtrise de la lecture, de l'écriture, des nombres et des opérations. Une première maîtrise, ce serait que tout élève sache déchiffrer au moins de manière fluide à la fin du CE2. C'est l'enjeu, je le redis pour les collègues de l'enseignement primaire qui sont là. Nous avons 3 années, nous avons 1080 heures de français durant ces 3 années. C'est colossal, ça nous donne des responsabilités très grandes pour la suite. Les fondamentaux, les éléments, ce sont essentiellement le domaine 1 du socle, les langages. Alors on va dire au moins la langue française, mais les langages mathématiques, scientifiques, informatiques, à l'aune de ce que cela peut être au niveau du cycle 2. Et j'ajoute dans les fondamentaux le domaine 2 du socle, les méthodes et les outils pour apprendre. Parce que finalement, s'il y a quelque chose sur quoi on va insister au cycle 3, c'est l'accès à une première autonomie intellectuelle, une première autonomie dans leur travail des élèves. Et pour entrer dans cette première autonomie, eh bien, il faut savoir lire, écrire, et il faut avoir commencé à construire certaines méthodes, certains outils pour apprendre. Je pense que Michel Luceau reviendra sur cette importance des domaines 1 et 2, je n'insisterai pas plus. Ce cycle de consolidation doit permettre d'accéder à la maîtrise. Alors, maîtrise, c'est sans fin la maîtrise. Maîtrise au sens où elle est définie dans les programmes, les attendus de fin de cycle, les compétences à travailler, etc., de ces langages et de ces méthodes. Consolidation, ça veut dire continuer à construire, ça veut dire stabiliser, ça veut dire affermir. On a, au niveau de la 6e, de la fin de 6e, cette deuxième étape, après l'étape du CE2, qui marque un palier dans la possibilité, on va dire, pour les élèves, d'accéder de manière autonome à certaines formes de l'étude au sens fort du terme. Et puis, le cycle d'approfondissement permettra l'acquisition d'une culture commune et évidemment, avec d'autres possibilités ouvertes à l'adolescence, la structuration de la pensée à un autre niveau que ce qui avait été possible antérieurement. Alors, le cycle 3, la nouveauté, c'est l'enjambement. CM1, CM2, 6e, c'est-à-dire l'enjambement entre 2 degrés d'enseignement qui gardent leur spécificité, leur structure, leur originalité, puisque c'est un choix
qui a été fait par le législateur que de ne rien modifier tout en créant cette unité pédagogique, cette unité didactique à l'intersection, si je puis dire, de ces deux degrés d'enseignement. Le programme de cycle propose, impose, je dirais même, une unité de contenu. Si on donne une unité de contenu, ça n'est pas pour que d'emblée, quelqu'un qui ne serait pas le CSP, qui ne serait pas le groupe de travail, dise « Allez hop, il y a ça pour le CM1 et le CM2, et ça qu'on va laisser pour la 6e ». Il y a une unité de contenu. Et le problème, et vous le posez dans vos questions, et on essaiera de voir tout à l'heure, c'est bien la mise en œuvre qu'il faut organiser localement, collectivement. Penser une structuration finalement des séquences pédagogiques et didactiques sur les 3 années, un enchaînement qui ait du sens et qui est une fonction pour les apprentissages. Est-ce qu'on est dans une avancée purement linéaire? Est-ce qu'on découpe le programme en 3 ans? Alors vous pouvez me répondre, histoire et géographie, c'est fait. Mais dans les autres domaines, ça reste à penser. Ou est-ce qu'on est dans une avancée un peu plus spiralaire, comme on a dit depuis des années finalement dans la réflexion didactique et pédagogique, c'est-à-dire avec une étude des mêmes notions, des mêmes concepts, des mêmes objets de savoir qui revient à plusieurs moments dans le cycle, mais qui revient avec ce que j'ai appelé là de l'extension, de la complexification. Qu'on soit dans le linéaire ou qu'on soit dans le spiralaire, on voit qu'il y a des disciplines dans lesquelles le dosage sera complètement différent de ce qu'il sera dans d'autres. Et je pense qu'il faut que nous ayons cette ouverture-là. Alors, peut-être que dans le premier degré, avec la polyvalence à laquelle nous sommes habitués, nous voyons les choses peut-être un peu plus facilement ainsi, mais il me semble qu'il faut se dire qu'il n'y a pas une solution. Il y a des solutions à construire localement, en sachant que la solution que l'on va construire pour la mise en œuvre, pour la programmation des enseignements et pour la progression des acquisitions des élèves, cette mise en œuvre que l'on va penser, il va falloir l'articuler avec la question des évaluations périodiques, puisque tout cela est complètement, maillé, articulé ensemble. La question des bilans périodiques, il va falloir la penser en fonction des programmations et des progressions que l'on aura imaginées préalablement. Ce n'est pas quelque chose qui se surajoute, ce ne sont pas deux voies complètement différentes, il faut bien les penser en articulation. L'essentiel, c'est, me semble-t-il, que l'on s'assure que lorsqu'on reprend l'étude d'un objet de savoir, d'un concept, d'une notion, selon les domaines, on peut les appeler différemment, que l'on s'assure qu'on ne fait pas simplement de la reproduction. Il y a un cycle, c'est pour avancer, c'est pour consolider, c'est pour complexifier, c'est pour étendre. On étudie le même objet de savoir, mais on ne le traite pas de la même façon. Il ne faut pas que le cycle aboutisse à ce piétinement. Alors, du côté du primaire, nous sommes, si je puis dire, assez bien placés pour dire ces choses-là, puisque les cycles à l'école primaire, ça date de 20 ans. Et qu'on a eu le temps de voir ce que cela apporte, mais les problèmes aussi auxquels on se heurte sans les avoir toujours résolus. Et il me semble que là, nous avons une occasion d'anticiper sur la base de ce que nous avons déjà fait. Je le redirai tout à l'heure, avoir de l'expérience, c'est avoir eu l'occasion de faire des erreurs et de les corriger. Et il faut qu'on ait l'humilité de repartir de là. Deuxième point, pour penser cette mise en œuvre d'un programme de cycle, mais je pense que je n'ai plus besoin d'insister aujourd'hui,
Sur la question du cycle 3, il y a quelque chose qui complexifie beaucoup la donne, c'est la question des horaires. Puisque dans un même champ disciplinaire, selon que l'on est à l'école ou au collège, l'horaire de la discipline change grandement. Je ne sais pas si vous avez fait des calculs. D'abord, ça veut dire une chose, ça veut dire qu'il serait complètement faux de prendre l'ensemble du programme, de diviser en 3 et de dire, voilà, il y a un tiers pour le CM1, un tiers pour le CM2, un tiers pour la 6e. Alors ça va marcher approximativement, éventuellement, dans certains domaines, mais pas dans tous. Alors, pour illustrer, je prendrai les deux extrêmes. Il y a beaucoup plus d'heures de français en cours moyen qu'en 6e. Résultat, si on fait si on calcule le pourcentage du temps, on va dire, à passer en 6e sur le programme de français, c'est 22%. C'est même pas le quart du temps de l'enseignement du français sur l'ensemble du cycle qui sera dispensé en 6e. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on réfléchit à la répartition, la programmation, la progression, il faut bien se mettre dans l'esprit que CM1 plus CM2 doivent assurer la mise en œuvre, on va dire, des 3/4 du programme. Sinon, on laisse à la 6e une quantité de travail qu'elle n'aura pas le temps de réaliser. Je pense qu'il faut le voir comme cela. C'est aussi peut-être un biais, d'une certaine façon, qui n'a pas été perçu dans la consultation et qui avait fait dire aux professeurs de collège le programme de français du cycle 3 est trop primaire. D'une certaine façon, oui, puisqu'il va être mis en œuvre pour une grande part au primaire. Si je vais dire dans l'autre sens, en langue vivante, c'est l'inverse. Dans la concertation, on a pu avoir des professeurs des écoles qui disaient non, le programme de cycle 3 de langue vivante est beaucoup trop ambitieux. Si on regarde les horaires, la classe de 6e, le temps d'enseignement des langues vivantes en 6e par rapport au temps d'enseignement des langues vivantes tout au long du cycle, c'est 57%. Donc vous voyez, on va de 22 à 57% selon les champs disciplinaires. Après, il faut calculer. J'ai le tableau si ça intéresse quelqu'un tout à l'heure au moment des questions. Mais ça veut bien dire que c'est par domaine disciplinaire qu'il faut réfléchir à cela et voir comment on traite cette question des horaires. Alors, la continuité des contenus et des méthodes, elle doit s'incarner dans quelque chose pour les élèves. Et c'est à eux que je pensais en disant il faudrait qu'il y en ait des marques, des signes pour les élèves. C'est aussi quelque chose à réfléchir. On reviendra peut-être là-dessus avec la deuxième intervention. C'est quels sont les outils qui vont matérialiser pour les élèves qu'il y a de la continuité dans le parcours d'apprentissage. Est-ce qu'on se concerte sur le choix de certains manuels? Est-ce que les manuels que l'on choisit, si l'on choisit des manuels, puisqu'on n'est pas obligé d'avoir cette option-là, mais est-ce que les manuels que l'on choisit correspondent bien au travail que l'on a à faire? Je redoute, quant à moi, que ce soit les manuels qui règlent la question de la progression pédagogique. C'est-à-dire qu'il y ait quelqu'un qui ait pensé quelque chose sur un tronçonnement en 3 phases et que finalement les professeurs successifs choisissent des options différentes qui enlèvent la continuité, l'unité qui aurait pu être envisagée. Il y a la question des cahiers. Quand je dis cahier, c'est cahier, classeur et toute forme de support, je ne préjuge pas la forme matérielle, mais les outils avec lesquels les élèves ont travaillé. Je crois que dans les dernières années à l'école primaire, on a beaucoup fait avancer l'idée de cahiers de référence où les élèves gardent on va dire entre guillemets, les leçons, les savoirs de référence qui ont été construits
qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que ça devient si ce sont ces savoirs qui doivent être complexifiés, amplifiés au moment de la sixième? Ne vous inquiétez pas, je vois bien quel est le problème pour les professeurs de sixième quand on a des élèves qui viennent de multiples horizons. C'est quelque chose qui me paraît... c'est un problème que j'ai clairement à l'esprit. Les marques de continuité pour les élèves vont se repérer aussi dans leur évaluation et dans les progrès, dans les acquis qu'ils auront réalisés et qui leur seront signifiés, révélés par les évaluations. C'est également un sujet sur lequel on va revenir dans quelques minutes. Il reste qu'il y a la rupture de l'accès à la sixième. Que cette rupture est une rupture, on va dire, structurelle, qui amène les élèves à travailler selon des rythmes différents de ce qu'ils ont connu à l'école élémentaire. C'est sans doute une question très importante à se poser. Que fait aux élèves qui entrent en sixième ce passage à cette heure, cette unité horaire d'enseignement? Je sais bien que ce n'est pas une heure systématiquement, que ça peut être autre chose, c'est plus souple. Que fait le passage à cette instabilité dans l'espace, le souci d'avoir à changer de salle pour certains élèves, qui, à peine installés, savent que 45 minutes après, il va falloir bouger et sont déjà dans l'angoisse de perdre le groupe. Je pense que ça ne favorise pas l'attention, qui est pourtant une des choses les plus fondamentales pour apprendre. Ces questions-là, qui sont très matérielles, que nous jugeons comme consubstantielles de l'identité du collège, il faut peut-être les réexaminer. Qu'est-ce qu'on fait de l'espace et du temps, de ces deux variables-là, à l'entrée au collège? Je ne dis pas qu'il faut tout bouleverser, je dis qu'il faut s'interroger sur cette variable-là, que cela a été fait dans certains collèges et qu'on a considéré que l'année de sixième pouvait être une année de transition qui ne fonctionnerait pas exactement comme ce qu'on appelle aujourd'hui le cycle 4. Mais ce qui marque évidemment et qui est le plus significatif pour les élèves, c'est le passage du professeur polyvalent au professeur spécialiste d'une discipline. Et c'est sans doute cette chose-là qui est très importante avec le cycle 3, c'est-à-dire de continuer un programme d'apprentissage, un parcours d'apprentissage, d'une certaine façon, en le réorganisant, en recatégorisant les savoirs, les acquis que l'on a déjà eus dans une logique qui va être celle du collège. Il me semble que la majorité des élèves qui quittent l'école primaire, qui souvent sont des élèves un peu inquiets de ce qu'ils vont trouver dans certains collèges, de cette ambiance générale du collège qui leur fait peur, sont heureux d'accéder à autre chose que le rythme du primaire. Il faut qu'on se représente bien qu'aujourd'hui, un élève qui quitte l'école primaire a vécu 8 ans ou 9 ans dans une certaine ambiance, dans une certaine culture, selon certains rythmes, et qu'au fond, il y a une promotion, il y a quelque chose d'un peu initiatique qu'ils attendent. Ça n'est pas que de la peur, c'est aussi le passage à autre chose, le franchissement d'un cap. Et il me semble que le fait qu'il y ait un cycle unique qui, du point de vue des apprentissages, lisse un peu les choses, permet de vivre ce passage-là dans une moindre rupture que ce qui était antérieur. Mais tout cela, encore une fois, procède peut-être d'une forme d'idéalisation. Ça reste à mettre en place, mais c'est une chance que donne le cycle 3. Alors, donnons-nous une chance de la saisir. Troisième point sur lequel je voulais intervenir avant de rentrer peut-être dans des choses encore plus pédagogiques, didactiques, plus fines, revenir sur, je dirais, des grandes idées qui sont exprimées
essentiellement dans le volet 1 du programme. Parce que le programme, c'est 3 volets. Et dans ce volet 1, il est rappelé, on va dire, les grandes caractéristiques de chaque cycle. Alors, j'ai ici fait un résumé très rapide, parce que le volet 1 du cycle 3 est assez long. Et j'ai repris, pour le structurer, quelques éléments du cycle 2, puisqu'on est dans cette amplification, dans cette complexification. Premièrement, cette idée que les élèves ont du temps pour apprendre. Alors, c'est exprimé comme ça, c'est exprimé, autrement dans le texte des programmes. Ont le temps d'apprendre, est-il écrit. Et je trouve que cette formule pourrait être ambiguë. Ils ont le temps d'apprendre, c'est-à-dire qu'on peut différer un peu. Or, nous l'interprétons, je dis nous, en tout cas au sein du groupe de l'inspection générale que je représente ici, nous interprétons cette formule comme « ils ont du temps pour apprendre ». Mais ils ont du temps, ça veut dire qu'on ne le perd pas, ce temps. Il y a du temps pour enseigner, du temps pour revenir, du temps pour approfondir, du temps pour que les élèves s'entraînent. Nous avions dit à propos des programmes de l'école primaire précédents qu'ils étaient trop denses, trop ambitieux par rapport au temps scolaire réel, et que c'est quelque chose qui lésait les enfants qui ne peuvent pas faire de travail personnel à la maison puisqu'on n'avait pas le temps d'en faire dans la classe. Aujourd'hui, on est dans une autre logique. Le temps du cycle, le temps des apprentissages, c'est dans la classe d'abord. Et ce temps-là nous est donné parce qu'il y a la continuité du programme sur 4 cycles qui fait qu'on va pouvoir desserrer les taux sur chaque cycle. Deuxième point, le sens et l'acquisition d'automatismes se construisent simultanément. Je prends automatisme ici au sens où les sciences cognitives l'utilisent, c'est-à-dire rendre quelque chose automatique, c'est ce qui permet d'alléger le coût cognitif, c'est-à-dire l'attention que vont y porter les élèves, ce qui libère de l'attention pour traiter la complexité des situations. Les automatismes, c'est ce qui va pouvoir être fait sans que ce soit coûteux d'un point de vue cognitif pour l'élève, et c'est donc une nécessité. Je parlais d'entraînement tout à l'heure, je parlais de travail personnel, ça aboutit, entre autres, à cette idée qu'il y a des procédures qui doivent être automatisées. Il y a des savoirs qui doivent être mémorisés de telle façon qu'ils soient accessibles immédiatement en mémoire. Mais la pédagogie, la didactique, c'est aussi permettre aux élèves de construire le sens des savoirs qu'on leur donne. Le sens, c'est-à-dire les usages, les significations, et c'est quelque chose qu'on va retrouver dans, je dirais, qui est consubstantiel de l'idée de compétence. Et j'y reviendrai tout à l'heure, mais il me semble qu'il y a là quelque chose de tout à fait fondamental. On ne sépare pas les deux. Je crois que certaines lectures biaisées par des intentions que je ne qualifierais pas des nouveaux programmes en font des programmes qui abandonneraient cette idée d'exigence, de mémorisation, etc. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Troisième point, la langue française constitue l'objet d'apprentissage central auquel concourent tous les enseignements. Je ne commente pas, je pense que, j'espère que c'est une évidence pour tout le monde, que ça n'a plus besoin aujourd'hui d'être justifié. Le point suivant est un peu plus significatif, me semble-t-il, du cycle 3. Il était écrit pour le cycle 2, dans le volet 1 du cycle 2. Au cycle 2, il y a un décalage encore très significatif chez les élèves entre l'oral et l'écrit. Un décalage au bénéfice de l'oral. C'est-à-dire l'écrit au cycle 2
est en cours d'une certaine façon de construction. Au cycle 3, il est bien écrit qu'on tend vers un niveau homogène dans les diverses activités langagières. C'est quelque chose d'une très grande importance, parce que ça veut dire que, en face de l'écrit, avec leurs habiletés de lecture, les élèves se rendent finalement le texte qui leur est proposé aussi évident que si quelqu'un le leur lisait à haute voix. C'est quelque chose de très exigeant dans les usages de la lecture. Ça veut dire aussi qu'au cycle 3, on peut attendre une certaine rapidité, de certaines habitudes qui vont rendre la production d'écrit et l'acte graphique même plus facile pour les élèves. D'où l'importance du cycle 2 dont je parlais tout à l'heure. Mais au cycle 3, en fin de cycle 3, il faut que cet outillage-là, conceptuel, intellectuel, voire matériel, l'acte d'écrire, soit complètement dominé. Je pense que tous ceux ici qui sont familiers du collège savent à quel point ces questions-là, qui peuvent paraître triviales, sont importantes. Dernier point, les élèves sont de plus en plus conscients des moyens qu'ils mobilisent. Ils opèrent par rapport à cela une réflexion, ils sont capables de faire des choix, conscients des méthodes qu'ils mettent en œuvre, des raisonnements qu'ils déploient. Durant le cycle 2, il y a eu, et c'est important que cela existe parce que c'est ainsi que les élèves se forment, une part forte de guidage du professeur. On va dire au cycle 3, le guidage se réduit et c'est ce qui s'appelle aller vers l'autonomie, on va dire, du travail personnel. Et c'est là-dessus que je veux dire quelques mots, puisque c'est quelque chose qui est très présent dans le volet 1 du cycle 3. Relisez-le. Je ne suis pas sûre d'ailleurs que ce soit un volet qu'on lit et dont on se souvient une fois qu'on l'a lu. Lire le programme, je crains que pour beaucoup, ce soit lire le volet 3. Or, le sens des choses est dans le volet 1 et dans le volet 2. Il est beaucoup question d'autonomie dans le travail scolaire et donc de travail personnel de l'élève. Je voulais insister là-dessus parce que c'est la manière de renforcer ce qui est le cœur du cycle 3, domaine 1, domaine 2. Il y a une dimension cognitive dans le travail personnel. Il faut que les élèves parviennent à assimiler par eux-mêmes et pour eux-mêmes, et parviennent à distinguer bien, à identifier bien ce qu'ils savent. Et cette dimension cognitive est certes importante, c'est ce qui nous fait passer de la transmission à l'appropriation. Et l'appropriation, ce n'est pas seulement le travail en dehors de l'école, en dehors du collège. Il y avait un séminaire organisé par la DGESCO, enfin une conférence plus exactement, pas de consensus, mais presque au début des vacances de Toussaint, sur la question du travail personnel de l'élève. Il semble tout de même qu'il faille que nous ménagions beaucoup plus de temps pour cela dans le temps scolaire. Il y a un lien très net avec le domaine 2 du socle commun. J'aime à le souligner parce que ce domaine 2, outils et méthodes pour apprendre, peut passer presque inaperçu quand on lit le volet 3 du programme. C'est-à-dire qu'on sait bien que c'est sous-jacent dans toutes les disciplines, mais ça n'est jamais très nettement mis en évidence. Or, et j'y reviendrai tout à l'heure, il y a un moment où il va falloir valider le niveau d'acquis des élèves dans le domaine 2. Donc il va falloir s'être soucié préalablement de former les élèves aux méthodes dont on veut évaluer la maîtrise. Et on est bien là-dessus sur la question du travail de l'élève. Et puis il y a une dimension identitaire dans le travail personnel des élèves. Parvenir à faire droit un peu à leur initiative, beaucoup plus que l'école ne le fait.
parvenir à leur faire vivre, je dirais, un engagement dans un projet d'apprentissage. Ça n'est pas quelque chose de simple, et c'est sans doute un des enjeux très forts, et parvenir, d'une certaine façon, à leur faire comprendre leur responsabilité dans l'apprentissage. Personne n'apprend pour personne. Apprendre, c'est s'engager personnellement. Et d'une certaine façon, c'est peut-être moins vrai avec des élèves plus grands que la majorité d'entre vous côtoient, on le sait bien avec les petits. Et peut-être c'est notre expérience auprès des petits qui nous amène à souligner cela. L'apprentissage, ça suppose un effort individuel, un effort dont on peut être gratifié, et on parlera d'évaluation positive dans quelques minutes. Cet engagement, c'est à la fois un engagement intellectuel, et j'ai repris là des termes, mais j'ai cité ma source ensuite, un engagement instrumental, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de travail personnel sans quelques instruments pour travailler, des techniques, des objets, des règles, y compris des règles de vie d'ailleurs, pour que l'élève puisse se gérer personnellement. Quels outils donne-t-on aux élèves pour qu'ils sentent qu'ils ont de la prise sur leur travail, hein? Ça peut renvoyer à tous ces univers de réflexion sur les critères de réalisation, critères de réussite, tous les guides méthodologiques, mais tout cela, c'est important. Et si on le dit comme cela, c'est important au cycle 3 comme dans n'importe quel cycle, ça veut dire quelle continuité, quelle concertation les professeurs ont-ils entre eux pour mettre en place ces outils autant que ces progressions. Ça va jusque-là. Et puis, il y a l'engagement moral et expressif, de la responsabilisation, ce qu'une sociologue qui s'appelle Héloïse Durler, qui n'est pas très connue et très lue en France, mais qui a produit cet ouvrage que je cite parce que je pense qu'il fait beaucoup réfléchir. L'autonomie obligatoire, sociologie du gouvernement de soi à l'école, et qui fait réfléchir en particulier sur ce qu'exige l'école sans jamais l'enseigner, ou sans jamais permettre aux élèves de l'apprendre vraiment. C'est l'école Bonnery, Bautier, Rochex, etc. Mais c'est une autre manière de réfléchir sur ces questions de travail personnel en le prenant du côté de l'autonomie. Ce qu'elle appelle le concernement. Que fait-on pour que les élèves soient concernés? Est-ce qu'ils ont des choix à certains moments? Est-ce qu'on a des logiques de contrat qui peuvent leur permettre de s'engager dans la durée? Enfin, tous ces éléments dans lesquels vous reconnaîtrez finalement des modèles très anciens. Le parcours de l'élève, et c'est ce qui m'amènera à basculer vers les questions d'évaluation, voire de différenciation, le parcours de l'élève le conduit à acquérir des connaissances, à construire des compétences. Alors, acquérir des connaissances, je ne reviendrai pas là-dessus, sauf pour dire que quand j'écris connaissances, pour moi, c'est bien connaissances déclaratives, savoir des choses, connaissances procédurales, savoir comment, savoir quoi, etc. Mais je veux revenir sur compétences. Alors, je le dis avec beaucoup de liberté, parce que je l'ai déjà dit à Michel Lusseau, il le dira peut-être lui-même. Je regrette personnellement que dans cette architecture des 4 cycles, le mot compétence soit souvent utilisé et pas toujours avec le même sens. Puisque quand on regarde ce qui s'appelle compétence, alors quand on a une lecture strictement disciplinaire, on voit, quand on a une lecture vraiment polyvalente, on voit bien que ce n'est pas toujours la même chose. Et c'est un peu dommage. Mais ça signifie tout simplement que bien des années après qu'on a commencé d'en parler, cette idée de compétence reste une notion complexe sur laquelle tout le monde, manifestement, n'est pas absolument d'accord. Donc j'ai essayé d'extraire là des choses qui sont à peu près consensuelles. Alors, quand on veut se remonter le moral autour de la compétence, il faut lire les Belges, parce qu'ils ont quelques convictions. Et je pense à Philippe Jeunert et des
des universitaires comme cela qui disent des choses avec telle évidence que ça redonne un petit peu de courage. La compétence est liée finalement à l'idée de situation. On est compétent dans une situation donnée, dans un cadre donné. On n'est pas compétent comme ça en soi, définitivement, abstraitement. On est compétent par rapport à, en particulier quand on est des élèves à l'âge de la scolarité obligatoire, par rapport donc à des situations. Et donc ce qui va être important à construire pour aider les élèves à construire des compétences, c'est construire l'idée qu'il y a des familles de situations et qu'une famille de situations appelle finalement le même type de traitement, le même type de réponse. C'est ce que certains appellent modéliser. Dans quelle situation va-t-on utiliser tel savoir-faire, telle notion? C'est ce qui donne un peu le sens des choses. La valeur de ce qui est appris se mesure à l'usage qui en est fait. Si je parle de compétences, évaluer des compétences, ce sera bien donc regarder l'usage qui en est fait. Deuxièmement, dans l'idée de compétence, il y a l'idée qu'il va falloir mobiliser de manière pertinente, en les coordonnant, une diversité de ressources. Mais ce qui est important, je dirais, c'est admis à peu près généralement, c'est l'idée que ce qui fait la difficulté, c'est la mobilisation. C'est-à-dire la mobilisation consciente, la mobilisation pertinente, la possibilité pour l'élève, si je puis dire, d'aller chercher dans tout ce qu'il sait, ce qui est utile à ce moment-là, ce qui est pertinent à ce moment-là, dans ce qu'il sait, c'est-à-dire ses connaissances, ses expériences, voire parfois des ressources qui sont liées à la situation elle-même. Ça veut dire une possibilité de prise de distance. Vous voyez le lien avec tout ce que j'ai dit avant. Troisième point, il y a l'idée de compétence, c'est qu'on n'en a pas, on va dire, d'identification directe, on infère une compétence. Une compétence est supposée au vu de résultats, de performances que les élèves vont manifester. Alors, je tire de cela deux conclusions, si je puis dire. C'est qu'il va falloir enseigner, alors moi je préfère l'expression pour des compétences. Je n'utilise jamais l'expression enseigner par compétence. Je pense qu'on ne prend pas chaque compétence du programme pour développer un programme d'enseignement sur cette compétence. Mais enseigner pour des compétences, ça veut dire se soucier d'articuler ce que j'ai appelé là le texte du savoir, c'est-à-dire le savoir, les références savantes auxquelles on pense, et les contextes de leurs usages. Dire à quoi ça sert. C'est pour moi enseigner pour que les élèves puissent construire des compétences, c'est cela. Les mettre dans des situations où le savoir qu'on a travaillé sera utilisé, sera exploité. Et le réfléchir, le parler, l'expliciter. Enseigner des connaissances, travailler des situations, expliciter, modéliser, aider à transférer, aider à affronter la complexité, puisque quand on va aller en avançant dans le cycle 3, on va vers des choses de plus en plus complexes. Et puis évaluer des compétences, là ça va vouloir dire proposer des situations qui peuvent révéler les compétences que l'on vive. Des situations, ça signifie qu'il y a là quelque chose d'un peu plus complexe que l'exercice, que le QCM, que les questions-réponses, etc. Pour moi, on a là le cadre, on va dire, conceptuel de ce travail. Alors ensuite, pour que l'élève puisse mobiliser, construire, mettre en œuvre des compétences, eh bien, dans la mise en œuvre des programmes, il va falloir se soucier en permanence de certaines choses. Alors, je vais passer assez vite. J'avais traité de cela dans une
conférence antérieure à Poitiers, pas très loin d'ici, à l'ESEN, en février dernier, et j'y reviens juste pour mémoire. De toute façon, les diaporamas sont à votre disposition. Il est important de faire construire aux élèves des mécanismes cognitifs. Et parmi ces mécanismes-là, j'en ai identifié 5 qui paraissent aujourd'hui, pour les sciences de l'apprentissage, les plus importants. Ce que j'ai appelé là l'attention intentionnelle et réflexive. Il y a un moment, et au cycle 3, ça doit être acquis, où les élèves doivent pouvoir gouverner leur attention, focaliser leur attention précisément sur ce qui est en jeu. Ce qui est quand même quelque chose de très compliqué dans le quotidien d'un élève. Tous ceux qui sont ici régulièrement au contact des élèves savent les casse-têtes des emplois du temps, mais c'est aussi ça, l'emploi du temps. C'est aussi dans quelle situation de mobilisation d'attention on met les élèves en permanence. Présence à soi et à son environnement, c'est pas totalement automatique. Et on sait aujourd'hui que cette problématique de l'attention devient une problématique qui inquiète beaucoup de spécialistes de tout ce qui est cognitif, puisqu'on dit des choses sur l'attention des enfants et des adolescents. On dit des choses d'ailleurs qui ne sont pas que négatives. Ils ont peut-être des capacités d'attention partagées que développent leur mode de vie avec des écrans, avec différentes choses. Mais en tout cas, ce n'est pas toujours la forme d'attention que mobilise la scolarité. Et c'est là qu'il faut faire attention. Et se rappeler toujours que l'attention, au sens où on l'utilise dans la science de l'apprentissage, c'est une ressource rare, que nous avons tous des capacités limitées d'attention, aussi performants que nous soyons. Et on le vit quand on est dans votre situation, en situation d'écoute, on sent bien qu'au bout d'un moment, on est à saturation. C'est peut-être l'exercice d'aujourd'hui, vivre la situation d'attention d'un élève de collège. Deuxième point, la question de la structuration. Là aussi, les sciences de l'apprentissage nous apprennent que plus la mémoire est organisée, plus elle est solide d'une certaine façon. D'où l'idée, quand on conduit des apprentissages, de tous ces réseaux conceptuels, les plans, les arbres, les cartes sémantiques, appelez-le comme vous voulez, mais quels sont les moyens que l'on donne aux élèves de relier les savoirs entre eux. Troisième point, la consolidation jusqu'à l'automatisation. Je reviens là-dessus parce qu'encore une fois, pour dire que ça n'est pas tabou, il faut passer du traitement conscient à un traitement automatique, non conscient, pour un certain nombre d'opérations. C'est le déchiffrage, c'est l'écriture, c'est le calcul, c'est tout un tas de choses de cette nature-là qui sont les éléments de tout le travail qui viendra après. C'est le traitement des règles de grammaire, et vous allez voir prochainement dans une note d'information de l'ADEP à quel point nos élèves ont encore perdu en orthographe grammaticale à la fin de l'école primaire. Inquiétons-nous, inquiétons-nous. Mais il y a quelque chose là derrière qui n'est pas construit jusqu'au bout. Il y a des notions qui sont étudiées, mais le travail ne va pas jusqu'à cette automatisation de leur usage. Quatrième point, ce qu'on appelle le contrôle métacognitif. Apprendre à appliquer, apprendre à transférer, apprendre à intégrer, apprendre à inhiber. Apprendre à inhiber, ça veut dire apprendre à inhiber, à limiter sa première impulsion, qu'elle soit cognitive ou comportementale d'ailleurs. On réfléchit avant d'agir, on réfléchit avant de répondre, etc. Il y a des réponses qui viennent d'emblée
qui ne sont pas les bonnes réponses, qui sont appelés par des distracteurs, parfois des situations scolaires, des distracteurs que les professeurs intègrent explicitement et objectivement. Hein. Ces choses-là sont absolument indispensables parce que ça a à voir avec ce qu'on appelle la mobilisation des ressources quand on veut que les élèves construisent des compétences et quand on veut évaluer ces compétences. Et enfin, il y a quelque chose de fondamental dans le parcours d'apprentissage des élèves, c'est ce que les spécialistes appellent le retour d'information. Les élèves doivent savoir si ce qu'ils produisent est exact ou pas. Les élèves doivent avoir de l'information sur leurs erreurs. Les élèves doivent être amenés à considérer que pendant un moment du parcours d'apprentissage, on a le droit de se tromper. Et ça doit être compris comme ça. Apprendre, c'est avoir le droit de faire des erreurs. Mais il y a un moment où il faut savoir. Et à ce moment-là, on devrait ne plus en faire d'erreurs. Et cette question-là a à voir avec la problématique de l'évaluation dans laquelle je vais basculer. Les spécialistes de ces questions d'apprentissage nous disent que l'importance de ce qu'ils appellent la récompense. Alors, j'ai mis récompense entre guillemets parce que ce n'est pas le bon point, la bonne note, etc. C'est le fait d'avoir un retour positif sur ce que l'on a produit. C'est le regard ou l'expression de satisfaction, de réussite exprimée par un autre. Cette idée pour moi de message d'erreur ou de message de récompense a à voir avec la notion d'évaluation positive. L'évaluation positive, ce n'est pas dire du bien en permanence, hein, mais c'est passer le message positif de ce qui a été au moins partiellement réussi, de ce qui a été mieux que la fois d'avant, du progrès qui a été réalisé. Alors, puisque je parlais d'évaluation, puisque tout ça, quand même, il y a un fil, hein, double dispositif. Là, nous rentrons dans les choses un peu, allez, on va le dire, complexes et compliquées. Double dispositif, voire peut-être triple, mais on va se limiter à double. Il y a d'abord l'évaluation que j'ai appelée là au fil des séances, celle qui est totalement intégrée à l'enseignement et au parcours d'apprentissage que met en œuvre le professeur. Des évaluations usuelles, j'ai mis usuelles entre guillemets, j'ai quand même, on peut rectifier après, formatives autant que possible, si je veux être cohérente avec ce que je viens de dire. Formative, c'est-à-dire informant les élèves sur leurs points forts, leurs points faibles, les progrès qu'ils ont réalisés et les progrès qui restent à effectuer. Hein, on n'est pas là pour les leurrer, tout va bien, tu progresses. Non, il y a encore, il faut leur montrer le chemin à faire. Ça, c'est essentiellement lié pour moi au domaine 2 et 3 du socle. On y reviendra, je pense, plus tard. Dans ces évaluations usuelles, les professeurs ont des habitudes. Jusqu'où faut-il qu'ils se concertent pour unifier leurs pratiques? Ça reste à voir. Je pense que selon les domaines, il y a des représentations qui se construisent chez les élèves qui peuvent être contrariées par des pratiques différentes, mais pas forcément. Et puis, il y a des choses qui deviennent plus précises dans les textes réglementaires. C'est les évaluations que j'appelle là en fin de période. C'est ainsi que c'est écrit, en fin de période, pour ne pas dire ce qu'est la période. Non, mais c'est parce qu'on dit bien, la période, ça peut être ce qu'on appelle un trimestre, mais ce n'est pas le trimestre traditionnel. Ça peut être la période, à l'école primaire, ça fonctionne beaucoup, la période entre deux vacances, quoi, ces segments-là. Ça peut être, pour d'autres parcours d'apprentissage, peut-être des périodes plus longues, quand on n'a qu'une heure par semaine ou à peine une heure par semaine dans certains domaines. C'est pas forcément sur 6 semaines qu'on va faire des évaluations extrêmement significatives. Donc,
période nous permet de se libérer de normes, on va dire. Et là, on nous dit les évaluations des acquis par rapport aux objectifs que l'on s'est donnés pour chaque période. C'est pour ça que dans le livret scolaire unique, on peut paramétrer les activités. C'est pour qu'on revienne à ce que l'on s'était engagé à travailler ou ce que l'on a pu réellement travailler. Et là, la réglementation dit, en fin de période, on va d'une certaine façon positionner les élèves en s'interrogeant sur la manière dont les objectifs sont atteints ou pas, partiellement atteints ou dépassés, par rapport aux objectifs qu'on s'était donnés. Je reviens à ma première diapositive ou à ma deuxième sur l'idée qu'on va construire des programmations et des progressions et que ça a à voir avec les bilans de fin de période. C'est là qu'on les retrouve. Donc on a planifié des choses, on évalue par rapport à cela. Le texte dit, là, les références, ce sont les champs disciplinaires, au fond. C'est chaque enseignant qui porte avis, qui porte positionnement par rapport à ce qui a été enseigné dans la période. Ça, c'est une certaine logique. Et puis, il y a la logique qui est différente de validation en fin de cycle. Et là, en fin de cycle, la validation vaut non plus par champ disciplinaire, mais par domaine ou sous-domaine du socle. Et là, on rebrasse les choses. Avec à nouveau 4 niveaux, mais on ne l'exprime pas de la même façon. Maîtrise insuffisante, maîtrise fragile, satisfaisante, excellente, très bonne maîtrise. Et l'opération là oblige en fin de parcours à une concertation entre professeurs parce qu'il y a plusieurs contributeurs à un même domaine du socle ou à un même sous-domaine du socle. Ce que va avoir construit, par exemple, le professeur de mathématiques va être évalué, eh bien, pour certains aspects, peut-être avec le sous-domaine 1.1, langue française, assurément dans le sous-domaine 1.3, langage mathématique, scientifique et informatique, mais il va y avoir peut-être une contribution, il devrait y avoir une contribution au domaine 2, méthode et outils pour apprendre, au domaine 3, formation de la personne et du citoyen, au domaine 4, système naturel et technique, puisque la résolution de problèmes, on va la retrouver là-dedans, peut-être au domaine 5, s'il y a des choses sur l'espace qui le justifient. Et on pourrait prendre comme ça beaucoup d'exemples. C'est-à-dire que là, on est dans une autre logique où finalement, en fonction des évaluations qui auront été faites antérieurement, au fil du temps et peut-être de la manière dont on aura statué en fin de période, là, on va porter avis sur la manière dont on positionne l'élève par rapport à ces 4 niveaux, sachant que l'existence d'un niveau 4, très bonne maîtrise, excellente maîtrise, signifie bien que, d'une certaine façon, le socle ne réduit pas l'ambition pour les très bons élèves. Il y a un niveau satisfaisant de maîtrise, mais certains vont aller un peu au-delà. Alors, se pose la question, je le sais, de la part des professeurs de l'école primaire à cette validation de fin de cycle 3 éventuellement. Moi, je n'ai pas vocation à dire ici comment il faut travailler, ce qu'il faut faire exactement. Je ne suis pas sûre que le professeur qui a vu des élèves, y compris en fin de CM2,
s'il n'a plus eu aucun contact direct avec ses élèves, soit en capacité de dire quel est leur positionnement à la fin de l'année de 6e. Mais en tout cas, pour ce qui reste l'évaluation en CM1, en CM2, encore une fois, elle est sous la dépendance de ce qui aura été construit collectivement sur la progression pendant le cycle. Je sais que c'est complexe, j'y reviendrai s'il y a des questions là-dessus. Juste un petit point où je m'en sors, courage fuyant, à propos de la note, parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs questions sur la note, dans ce qui m'a été, sur les notes dans ce qui m'a été communiqué. J'ai repris ce travail que vous connaissez peut-être de Pierre Merle, qui a publié, je pense que c'est au moment de la conférence de consensus sur l'évaluation, et vous devez le trouver dans les documents qui sont sur Eduscol autour de la conférence de consensus sur l'évaluation, un article qui est très documenté, c'est-à-dire en faisant référence aux recherches sur lesquelles il s'appuie, sur cette question de la note, et qui montrait que finalement, autour de la note, il y a quelques éléments de consensus, à savoir qu'il y a des variations selon les correcteurs, et selon un même correcteur, mais la docimologie nous dit ça depuis qu'elle existe, quasiment, l'existence de biais sociaux, c'est-à-dire ce que l'on connaît des élèves, influence beaucoup les notes qu'on leur donne, positivement et négativement, hein, qu'il n'y a pas de lien systématique entre la note et la motivation, et que les mauvaises notes font à coup sûr plutôt acquérir un sentiment d'incompétence qui aurait tendance à démotiver, et qu'avec la notation, très souvent, les fonctions de classement et de sélection de l'école ont pris le pas sur la mission d'éducation. Et il a cette image qui me paraît d'ailleurs très intéressante à étudier, à savoir que l'enseignant se fait avec la note plutôt sélectionneur qu'entraîneur, et que c'est peut-être pas, en tout cas au moment de la scolarité obligatoire, la fonction de sélection qui est la plus à développer. Et je conclus, lâchement, on peut s'en passer, mais on a le droit de les conserver. Eh bien, parce que je ne peux pas réglementer au-delà de ce que la réglementation dit, et que tout semble prouver qu'on peut s'en passer, y compris les classes sans notes, et je suppose qu'il y a des expérimentations dans l'académie qui ont été assez positives comme ailleurs, mais réglementairement, on a le droit de les conserver. Je terminerai là-dessus, même s'il y a quelques autres diapositives dans le diaporama, mais vous le récupérerez. J'ai déjà un tout petit peu mordu sur sur le fait que si l'on se préoccupe de l'évaluation, c'est pas parce qu'il y aurait une esthétique de l'évaluation attachée à ça. Il faut évaluer parce que évaluer pour évaluer. Non, évaluer, ça n'a d'intérêt réellement, profondément, que si ça sert à prendre des décisions de régulation de son enseignement ou de régulation du parcours des élèves. Et réguler son enseignement, c'est-à-dire quand les élèves ne réussissent pas, alors vous savez bien, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails puisqu'on est entre professionnels ici, que si toute une classe ne réussit pas, c'est peut-être que c'est l'évaluation en elle-même, enfin, ou le support de l'évaluation qui a été mal choisi et on choisit autre chose, et on refait des évaluations. Mais quand quelques élèves, ou quand une proportion d'élèves, peu importe qu'elle soit forte ou pas, ne réussit pas, se demander toujours si les élèves ont eu un temps suffisant d'apprentissage. Il me semble que cette variable-là est une variable déterminante. Et c'est quelque chose que je dis de manière plutôt positive pour les professeurs. Ce n'est pas la forme même d'enseignement qui serait à remettre en cause de façon systématique, c'est plutôt les temps d'exercice, les temps d'entraînement, les temps d'utilisation qui me semble important de revoir.
Dire, déterminer s'il y a nécessité de reprendre autrement l'apprentissage. Est-ce que les élèves ont compris? Est-ce que ce qui était à structurer est bien structuré? Si la réponse est non, alors pour moi, il y a nécessité de reprendre. Peut-être pas depuis le début, mais il y a nécessité de reconstruire quelque chose. Ou simplement, s'agit-il de donner plus d'entraînement? Auquel cas, on reviendra avec une autre évaluation sur la même chose. Réguler les parcours des élèves, c'est, me semble-t-il, ce qui reste le défi majeur pour le système éducatif français à tous les niveaux, c'est-à-dire apporter des aides aux élèves dès qu'elles sont utiles. On sait que si l'on diffère l'aide, on laisse se creuser des écarts qu'on n'a plus les moyens de rectifier ensuite. Plus l'écart se creuse, plus c'est difficile. Ou on peut le réduire un peu, mais comme les autres avancent pendant ce temps, finalement la distance s'accentue toujours. Et de ce point de vue-là, je crois que nous aurions beaucoup à regarder par rapport à regarder dans d'autres systèmes. C'est la logique du décret sur l'accompagnement pédagogique. C'est-à-dire, nous avons à intervenir dès que c'est utile pour éviter à terme les redoublements. C'est la logique du socle commun. Ça se met en place dans l'accompagnement personnalisé, ça se met en place dans les APC, mais ça se met en place aussi dans le temps de la classe, tout simplement. Et il faut s'en donner le temps. Et puis, ne cachons pas qu'il y a des obstacles, qu'il y a des élèves qui nous posent des défis particuliers et que pour certains élèves, eh bien, on a besoin d'analyser avec des pairs les difficultés que l'on constate, voire avec des personnels spécialisés. Et on peut se féliciter qu'il y ait bientôt des psychologues qui puissent aider à comprendre les difficultés d'apprentissage au collège aussi. Voilà, je m'arrêterai là pour cet exposé, sachant que je vais saturer votre attention tout à l'heure avec un autre. Merci en tout cas.